Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du syndrome mononucléosique. C'est l'item 217 du collège d'immunopathologie. Vous allez voir, l'histoire, elle commence avec pas mal de rapports avec le syndrome, justement. Et plus on va avancer, moins il y aura de rapports, et plus on va passer sur de l'histoire pure. Et ensuite, de toute façon, je reviendrai sur toute la traduction, mais il y a quand même pas mal de petits points à retrouver. Donc, je vous laisse essayer de les trouver, tout simplement. Allez, on est parti. Les deux opposants avaient stabilisé leur position. L'équipe de Julie, avec Milo, Pearl, Trizy, Médici et Arlette. Et de l'autre côté, les pas rares, plusieurs centaines. Plus de 50% d'entre eux étaient de simples miliciens équipés d'une épée, mais certains tout de même, environ 10%, avaient une arme différente, montrant une maîtrise supplémentaire dans leur panel de bataille. On pouvait y compter les classiques haches, marteaux de guerre ou hallebardes, mais certains, encore plus loin, pouvaient avoir de grosses massues ou des fléaux. On ne pouvait pas rater ces ennemis singuliers. Et si le moindre doute pouvait apparaître, il suffisait de regarder leur bandeau de régiment que l'on retrouve sur les deux bras de chaque milicien. L'amiral, lui, n'a pas de bandeau, mais sa tenue ne laisse aucun doute sur sa position dans la hiérarchie ennemie. Cela faisait suffisamment longtemps qu'ils étaient en train de se regarder. Les premiers parares commencèrent à courir vers le groupe. Et tout le monde savait que chaque ennemi, individuellement, n'était pas très fort, mais la quantité allait avoir raison d'eux. Vague après vague, ennemi après ennemi, ils allaient perdre à force d'usure. Ainsi, ils neutralisaient les ennemis un à un. Généralement, il n'y avait pas besoin de lancer des attaques très poussées, il suffisait de rester sur les basiques, et les ennemis tombaient spontanément. Certains, malgré tout, un peu plus coriaces, commençaient à irriter les protagonistes. Que ce soit de manière générale avec la fatigue, ou bien avec les douleurs musculaires commençant à apparaître, ou encore par certains coups qui réussissaient à les atteindre et à les blesser. Certains adversaires, n'étant pas prêts à combattre, étaient inconscients, après leur assaut, tandis que d'autres réussissaient à s'enfuir. Tous les scénarios étaient imaginables et se présentaient un à un. Des dizaines d'ennemis à terre étaient à l'avant du champ de bataille, et pourtant le nombre d'assaillants à chaque nouvelle vague ne diminuait pas. L'armée adverse ne faiblissait pas. Et entre deux vagues, en relevant la tête, nos héros voyaient l'amiral, sourire aux lèvres, qui savait qu'il était en train de gagner la bataille. Lors de quelques secondes de répit, Pearl demanda à Trizy si elle pouvait le couvrir quelques minutes. Elle répondit qu'elle ferait de son mieux, son souffle déjà haletant, et sa voix renvoyant déjà de la fatigue. Pearl fit un pas en arrière pour laisser de la place. Il prit son épée à deux mains et ferma les yeux. Il resta immobile, semblant se concentrer. Les joyaux présents sur son épée se mirent à briller de plus en plus fort. Sur les 100 présents de base, il n'en restait que 20 pouvant encore s'illuminer, suite aux derniers combats qui lui ont demandé beaucoup de ressources. Une bulle commença à apparaître depuis le sol autour de ses amis. Elle monta vers le haut pour venir se compléter à son sommet et créer un véritable dôme. Les parois montaient, mais n'empêchaient pas les ennemis de passer pour le moment. Lorsque le dôme était sur le point de se rejoindre au point le plus haut, Pearl ouvrit les yeux, retourna son épée et la planta violemment dans le sol. Le moment où elle entra dans la terre était parfaitement synchronisé avec le moment où le dôme s'était complété. Le dôme explosa, dégageant une immense onde de choc partant dans tous les sens et projetant l'intégralité de l'armée adverse en arrière. Les ennemis les plus proches furent repoussés de 20 mètres, tandis que les plus éloignés de seulement 5 mètres. À l'issue de cette onde, seul un parard était toujours debout, l'amiral. Mais il avait perdu son sourire. Pearl, toujours accroché à son épée, se laissa glisser à genoux. Il venait d'épuiser les toutes dernières forces qui lui restaient. Toutes les gemmes de son épée étaient désormais éteintes. Il resta conscient mais ne pouvait plus se battre. Julie, après avoir regardé son compagnon, releva à nouveau la tête. La moitié des ennemis avait été neutralisée, mais le reste était en train de se relever. Le combat était loin d'être fini. Et c'est la fin de l'histoire, on passe directement sur la traduction médicale. On va faire les quelques parallèles qu'il y a eu principalement au début de l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on commence par définir un peu le syndrome mononucléosique d'un point de vue biologique. Si on regarde l'hémogramme, on retrouvera plus de 50% de cellules mononucléées et plus de 10% de lymphocytes activés. Là, c'est déjà marqué très simplement dans l'histoire, avec plus de 50% des parts qui sont basiques, on va dire, et plus de 10% sont améliorés, avec de meilleures armes. Dans la réalité, on retrouve une grande variation dans le type des cellules, leur aspect ou encore leur taille,
Et c'est pour ça qu'on va parler qu'il y a un grand polymorphisme cellulaire. Et ça, c'est exactement le fait qu'il y a plein de types d'armes différents chez les parrares, alors qu'au fond, ça reste qu'une seule et même armée. Les leucémies sont les pathologies qu'on peut confondre le plus facilement, même si elles sont éloignées. C'est le seul diagnostic différentiel en quelque sorte. Dans les leucémies, on va retrouver des cellules mononucléées. Donc ce qui permet de faire la distinction entre leucémie et syndrome mononucléosique, c'est le frottis sanguin. Il permet de différencier les cellules. Donc c'est vraiment le côté visuel pour faire la différence. Par exemple, dans l'armée, presque tous les parrains sont identiques avec leur bandeau sur les bras, mais la seule chose qui permet de différencier l'amiral, c'est sa tenue qui est différente, c'est visuel, c'est le frottis sanguin. Pour rechercher la pathologie en lien de ce syndrome mononucléosique, on va regarder le contexte clinique. Dans la majorité des cas, il n'y aura pas de prise en charge spécifique et on va retrouver une résolution spontanée. On peut notamment transposer cette résolution spontanée par le fait que la majorité des parrains ne nécessitent pas d'action complexe pour être neutralisés, même s'il y en a qui sont plus coriaces. Et c'est pourquoi dans le syndrome mononucléosique, il faut toujours commencer par chercher une primo-infection à VIH, parce que c'est ce cas d'un ennemi un peu plus coriace et qui nécessite une prise en charge supplémentaire. La majorité des infections sont résolutives spontanément, mais pas le VIH. Lui, il faut vraiment une prise en charge, c'est pour ça qu'on le cherche en priorité, c'est important. Malgré tout, à l'interrogatoire, on va chercher un contact avec des jeunes enfants, les rapports sexuels à risque, forcément, la toxicomanie et aussi le contact avec des chats ou de la viande crue, notamment pour la toxoplasmose, on en reviendra plus tard, et la présence de nouveaux médicaments qui sont pris. Et ensuite, en clinique, ce qu'on va chercher, c'est les signes généraux, donc une altération des signes généraux, les douleurs de gorge en général, des myalgies, des douleurs abdominales ou une éruption cutanée. Et donc ça, c'est les différents dégâts que les parares plus coriaces, impliquent. Donc ils vont plus fatiguer, ils vont induire des douleurs musculaires à force du combat, ou même faire des dégâts directs sur la peau pour les éruptions cutanées. Et donc ça, c'est vraiment le point de vue clinique. Donc là, on a fait les différents liens avec l'histoire. Maintenant, on sort de ça et on finit par lister les différentes pathologies qui sont vraiment particulières. On va les faire une à une. Donc déjà, si on parle de pathologie, le plus souvent, le syndrome mononucléosique, c'est lié à une infection, un herpès virus, qui est l'EBV, l'Epstein-Barr virus, ou bien si c'est parasitaire, une toxoplasmose. Toxoplasmose. Mais on va vraiment garder en tête l'EBV, c'est vraiment le plus fréquent. Si on suit un peu la démarche diagnostique, si on a un adulte, on va chercher les rapports sexuels à risque pour le VIH. Et si c'est négatif ou bien qu'on est sur un enfant, là on va chercher une triade qui est fièvre, pharyngite et adénopathie. Si on retrouve cette triade, on a une forte chance d'être devant une mononucléose infectieuse, donc une mononucléose souvent à EBV. Dans ce cas-là, on va faire un test MNI qui va permettre de confirmer cette mononucléose infectieuse. Et sinon, si ce test n'est pas positif, on va chercher un diagnostic alternatif comme la toxoplasmose ou le cytomégalovirus par exemple. Et donc si on revient sur EBV, souvent ça va toucher l'enfant ou l'adulte jeune. On va retrouver cette triade fièvre, pharyngite, adénopathie. Et donc cette triade, elle est liée à EBV dans 90% des cas. Elle est fréquente en cas d'infection à EBV. Enfin, en tout cas, si on a cette triade, c'est souvent lié à EBV. Et ça peut être une infection grave, surtout s'il y a une immunodéficience. Et en clinique, on a des petits cas particuliers à l'EBV, comme des pétéchies du voile du palais, une splénomégalie, ou même un rash maculopapulaire et urticarien après la prise de bêta-lactamine. C'est très spécifique, mais ce signe, il est presque pathognomonique. Si on a ce rash maculopapulaire et urticarien après la prise de bêta-lactamine, il y a quand même de bonnes chances que ce soit EBV. Et donc le test de diagnostic, comme je l'ai évoqué, c'est le test MNI. Et si jamais ça suffit pas, ou bien plus tardivement encore, on va rechercher des antigènes nucléaires EBNA. Ensuite, il y a le cytomégalovirus, qui ressemble cliniquement à l'EBV, mais sauf qu'on va avoir une cytolyse hépatique qui va être plus marquée. On va faire le diagnostic par les IgM anti-CMV et de plus en plus par la PCR.
Ensuite, il y a aussi d'autres herpès virus qui peuvent être contaminants, comme le HHV6 ou l'herpès simplex de type 1. Le HHV6, globalement, il a un tableau qui est peu bruyant, alors que HSV1, c'est un tableau un peu plus bruyant. On fera le diagnostic par prélèvement local, voilà, comme pour l'herpès simplex. La toxoplasmose, ensuite, ça, c'est la cause parasitaire la plus fréquente. Donc pas infectieuse, c'est parasitaire spécifiquement. Et donc là, on va la diagnostiquer par une recherche d'anticorps anti-toxoplasme. Et pour terminer, faut forcément que je l'évoque, l'infection à VIH qui est peu fréquente, mais elle doit forcément être recherchée parce qu'elle nécessite un traitement, une prise en charge. Donc là, on va chercher les rapports non protégés, on pourra faire une RT-PCR. Et avec ça, on a fait le tour globalement de toutes les étiologies du syndrome mononucléosique. Je pense qu'on a fait un tour, c'est pas un item très gros, hein, c'est un petit item, mais c'est important quand même d'avoir les notions quand même. Donc là, cet item-là, je l'ai tiré du collège d'immunopathologie. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de bonnes révisions.